Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Carnets de Méditerranéo, édition consacrée ce soir à l'expression artistique en Méditerranée, avec bien entendu nos deux invités sur ce plateau et à travers différents reportages. On se retrouve dans un instant, merci d'être avec nous. Alors que les mouvements de repli identitaire et religieux se renforcent aujourd'hui avec l'accélération et l'accumulation de crises, l'invention de formes nouvelles, la traversée des frontières, notamment artistiques, et l'ouverture au monde, peuvent-elles offrir de réelles alternatives? En tout cas, la créativité artistique est d'une grande intensité sur les deux rives de la Méditerranée aujourd'hui. Alors pour parler justement de cette expression artistique en Méditerranée, eh bien, nos deux invités sur ce plateau, je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, Tony Casalonga, artiste peintre, sculpteur. Bonsoir, ancien président du Conseil de la culture de la Corse, créateur des rencontres musicales de Pigne. Merci d'être avec nous pour cette émission. À vos côtés, Pierre-Paul Marchini. Bonsoir, vous êtes artiste peintre ici à Ajaccio et vous avez été récemment distingué donc en Italie. Nous en parlerons également avec vous dans quelques instants. Une première question, Tony Casalonga. Je le disais, le monde méditerranéen est en pleine tourmente, des guerres, des crises économiques, la montée du fondamentalisme religieux. La création artistique en Méditerranée, aujourd'hui justement, c'est en quelque sorte une forme de résistance? Certainement, c'est une forme de résistance et c'est une nécessité aussi, parce qu'on comprend que les crises ont toujours des sujets qui sont difficiles à démêler. Et le monde de l'art, par nature, est fait de mélanges, et c'est ces mélanges qui fabriquent de nouvelles couleurs. C'est pour ça que je pense que les échanges entre créateurs sont le chemin du futur. Pierre-Paul Marchini, les artistes se sont beaucoup battus pour leur liberté, pour la liberté d'expression, pour la possibilité justement de s'exprimer chez eux et au-delà de leurs propres frontières. Alors, quel regard général est-ce que vous portez, vous, sur ces différents combats? Je dirais que, de par ce qui s'est passé dans l'histoire, les artistes ont toujours été un bastion, je dirais, de la forme d'expression et de liberté. Mais aujourd'hui, sans doute plus que jamais. Car on est un petit peu noyé justement dans cette forme de mondialisation, de tout ce qui peut se passer au niveau politique et au niveau économique. Et je suis persuadé qu'on fait une grosse erreur en écartant l'art de tout ça. L'art doit faire partie intégrante et justement c'est une forme d'expression qui peut aider justement à renforcer les échanges entre les peuples. Nous y reviendrons dans un instant. La Méditerranée, Tony Casalonga, c'est le carrefour de riches civilisations, de religions bien entendu, de langues, de peuples. Comment est-ce que vous définiriez, vous, aujourd'hui, cette expression artistique en Méditerranée? C'est difficile parce qu'en général, ce qui caractérise une œuvre, c'est la luminosité qu'elle dégage. Il est évident qu'on sent bien, et depuis longtemps, que la lumière vient du nord. D'ailleurs, la boussole et les cartes sont désormais orientées vers le nord. Et donc c'est une lumière plutôt dans les tons froids. Je crois il me semble que le monde aujourd'hui a besoin d'une nouvelle chaleur et ce que peut apporter la Méditerranée dans son ensemble, c'est une certaine chaleur de la luminosité qui finalement nous entoure et que nous devons réussir à traduire et à partager. Et puis dans les îles, Pierre-Paul Marchini, vous êtes un artiste insulaire justement. Cette dimension, elle prend justement un aspect tout à fait singulier, tout à fait particulier, parce que être artiste dans une île, c'est aussi une identité particulière, une expression propre.
Absolument. Oui, il y a deux parties, deux phases. Être insulaire, déjà, c'est une particularité au niveau de la culture, au niveau de l'histoire, bien entendu. Donc ça se répercute forcément sur nos créations. Et au-delà de ça, insulaire en Méditerranée, il y a une spécificité qui est encore plus accrue. J'ai donc participé l'année dernière au Salon international de Palerme, donc de Méditerranée. On y reviendra à travers un reportage derrière. Oui, c'était non, mais juste pour dire que, en effet, les artistes méditerranéens et notamment insulaires de surcroît se rencontrent beaucoup plus dans leurs œuvres. Donc il y a une spécificité qui est indéniable. On y revient tout à l'heure. Je vous le disais aussi, Tony Casalonga, vous avez créé les rencontres musicales de Pigne en Balagne. Aujourd'hui, il y a un centre national de création musicale et notamment le festival Festivoce chaque année. La Méditerranée y trouve bien entendu toute sa place. Nous regardons ce reportage qui avait été réalisé par Angelina Risterucci et nous en parlons tout de suite après. Bien avant que le tourisme culturel et que la sauvegarde du patrimoine ne tombe dans le langage courant, Pigne avait entamé sa révolution. Il y a 50 ans, artisans et musiciens font revivre les traditions artisanales et musicales de l'île. Pigne signifie en corse meule à blé, souvenir de l'époque génoise où la Balagne était une riche région agricole. La Vacaille, ancien enclos à bétail, devient un théâtre. Il y avait un vide, et sur ce vide, nous avons construit, à partir de la mémoire, une activité culturelle. La culture ne peut pas se développer en vase clos. Elle a besoin d'horizons. Et l'horizon le plus proche pour nous, et je dirais même aussi le plus fécond, c'est évidemment la Méditerranée. Toutes les musiques, toutes les voix, tous les chants de la Corse et de la Méditerranée résonnent sous la férule complice des artistes. Nous pénétrons dans l'univers des anarchistes, ce groupe de chanteurs et de musiciens venus du jazz et du rock italien, revisitent les chansons populaires anarchistes en leur donnant une vigueur nouvelle. Nous avons cherché à créer ensemble un projet liant notre musique et la polyphonie. Notre groupe s'appelle Les Anarchistes et le projet Radio Libertaire qui fait vivre le mariage de notre musique et de la musique corse. S'instaure un dialogue croisé avec Jackie Michaeli, l'une des grandes voix de Corse. Ce qui m'a motivée, c'est la rencontre comme d'hab. En fait, notre association, c'est Ponticello, c'est le pont de la Corse vers l'extérieur. Et le chœur féminin ou Ponticello mêle ses voix aux textes et aux sonorités des anarchistes. Nous cherchons à revisiter les sonorités les plus variées, comme le soulignait précédemment Nicolas. Le jazz est l'un de ces éléments, avec en plus l'intervention d'une multitude d'artistes invités qui collaborent depuis toujours à nos disques et à nos concerts. Nous avons toujours été ouverts à la musique des autres. Le spectateur déambule à travers le village en fonction des spectacles. Il passe de la Vacaille à l'église, des jardins à l'auditorium. Estivoge intègre ses concerts dans le projet européen transfrontalier Sonata di Mar, initié par la région Corse, auquel participent la Toscane, la Sardaigne et la Ligure. Partager dans le thème musical ou poétique un savoir-faire, des sonorités qui sont sympathiques, qui sont en vibration, et également élargir ce que vous
précisiez tout à l'heure, ce réseau artistique et culturel. Notre principal objectif était de produire quelque chose de novateur et dans une logique transfrontalière. Il était donc assez logique de permettre aux artistes corses de collaborer avec les artistes sardes plutôt qu'avec des ligures ou bien des toscans. C'est l'objectif, mais il y en a aussi d'autres contenus dans ce même projet, comme la transmission aux jeunes de la musique comme valeur universelle. À l'auditorium, 4 joueurs de cornemuse qui réadaptent tout type de répertoire à leur instrument s'attaquent aux polyphonies corses. Cela donne une lecture en miroir entre les voix d'Agompagni, né à Pigne il y a 30 ans, et les cornemuses de Samponi Orchestra. Les harmonies de la polyphonie corse sont très particulières et donc très difficiles à adapter à la cornemuse. C'est un instrument diatonique qui produit d'autres notes que la voix humaine. Il a donc fallu plusieurs expérimentations pour arriver à mélanger les deux. C'est eux qui se sont adaptés à nous et nous on fait une orchestration un peu morcelée de ce répertoire qu'il a choisi. Le travail est fait pour ne pas être en opposition, mais plutôt à un moment donné compléter le chant et apporte ce que un souffle supplémentaire peut apporter peut-être à la polyphonie. Voilà, ce reportage, c'est aussi l'occasion, bien entendu, Tony Casalonga, de rendre hommage à Jackie Michael, qui participait à cette édition, à Pigne, qui nous a quittés récemment et qui participait donc très volontiers à ce genre d'initiative, de rencontre avec d'autres artistes de Méditerranée. Tony Casalonga, l'objectif au départ, donc, c'était de montrer que dans un petit village de l'intérieur, un petit village de Balagne, on pouvait permettre aux artistes de s'exprimer, d'échanger, de se rencontrer. Ça a été un combat difficile au départ d'imposer cette initiative. Tous les combats sont difficiles. Et celui-là, sans doute, au moins autant qu'un autre, si ce n'est plus. Mais je crois que si on part avec une vision dont l'objectif est lointain, on risque de se perdre en route. Tandis que je crois qu'il me semble qu'il y a une autre façon d'imaginer que les choses se développent. C'est d'une manière quasiment organique, c'est-à-dire cellule après cellule. Et pourquoi ne pas imaginer que n'importe où au monde, on peut faire des rencontres, amener des gens, et de là aussi partir pour rencontrer d'autres autre part. C'était ça, au fond, l'idée de base, mais qui était moins qu'une idée, c'était plus un besoin. Et en fait, la constance, qui est nécessaire dans tout développement organique, fait que petit à petit, les choses se sont construites les unes par les autres. Et comme le dit le proverbe, « Ogni pietra face mur », chaque pierre fait le mur. Parce que Pigne, aujourd'hui, c'est devenu une marque culturelle aussi, en Méditerranée. Il est clair que sur la durée des actions, des échanges, des contacts, des gens qui sont venus et des lieux qui nous ont reçus, il s'est créé un réseau. Et c'est un réseau à la fois d'amitié et d'enrichissement mutuel. Et il arrive qu'on retrouve des traces de soi dans les autres et les autres dans soi-même. Pierre-Paul Marchini, justement, lorsque vous regardez cette initiative sur ce qui s'est développé donc, dans ce village de Balagne, est-ce que vous pensez qu'une telle initiative, elle est envisageable dans le domaine de la peinture, des arts plastiques, dans une autre ville, quand je vois ce qui s'est fait à Pigne pour la musique, ça me laisse un rêveur. Je veux dire que, et justement, dans ce reportage pratiquement, et dans cette initiative, tout est dit. Tout est dit, et ça peut aussi s'appliquer à l'art visuel. Il n'y a aucun souci. Alors oui, on peut le faire. On peut le faire.
Bon, je ne vous cache pas qu'il y a des discussions en cours, et justement pour que les arts visuels aient aussi leur place. C'est-à-dire que on ne peut pas dissocier, bien évidemment, toute notre culture, que ce soit, tout est lié, que ce soit la musique, que ce soit les arts visuels, que ce soit la poésie, que ce soit la photographie, pourquoi pas. On peut bien évidemment le faire. Bon, ça sera comme certainement un autre combat également. Ouais. Ici, je prends l'engagement que je m'y suis déjà attelé, et on verra bien. On va suivre ça. Second reportage dans cette émission, destination le Maroc, un pays que vous connaissez tous les deux. Dans la vallée du Rif, la résidence 34 accueille des artistes locaux et étrangers. C'est un endroit unique pour les Marocains qui ont peu l'occasion de présenter leur production artistique hors de leurs frontières. Le reportage de Méditerranéo, et nous en parlons tout de suite après. Nichée sur les hauteurs d'une vallée du Rif au nord du Maroc, la médina de Tétouan, une cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici se développe pendant des siècles l'architecture et l'art classique andalou. Une tradition artistique qui se perpétue ici, au cœur de la médina. Donc voilà, montrez-moi ce que vous avez fait. On a dans la résidence 34, lieu d'échange entre artistes étrangers et locaux. Samir Farouk est canadien et Myriam Linschoten néerlandaise. Ils viennent présenter à la directrice de 34 cette série d'affiches réalisées avec des artisans marocains. On lui a d'abord demandé de refaire un dessin traditionnel de peinture de bois. Et ensuite, on a demandé à un calligrapheur de rajouter un titre de journal. Donc, par exemple, ici, il y a marqué la grenadine, le premier fruit de l'automne, béni du paradis. D'accord. Et comment s'inspirer de ce qui se fait ailleurs que dans leur pays est essentiel pour ces artistes. On voulait donc d'abord faire la connaissance avec les traditions artisanales qui sont donc montrées comme des choses traditionnelles marocaines. Mais après, ce qui a beaucoup intéressé, c'est justement de s'immerger dans le Maroc d'aujourd'hui. Et c'est comme ça on est entré dans ce langage contemporain qui nous a permis de faire le lien entre les deux. Si le Maroc accueille facilement les artistes étrangers, les artistes marocains, eux, font face à de nombreux obstacles pour travailler et exposer au-delà des frontières de leur pays. Safaï Ruas est l'une d'entre eux. Née à Tétouan, elle y travaille depuis toujours. Bon, ici, c'est mon atelier. C'est là où je viens travailler chaque jour. Et c'est plus qu'un lieu de travail, c'est un lieu de création, de réflexion. Et tout se passe ici. Depuis 15 ans, cette plasticienne crée des installations d'art contemporain. En ce moment, je travaille sur un projet avec du fil de barbelé. C'est pas tout à fait la première fois que j'utilise ce matériau qui a une connotation très forte. Le barbelé, c'est les limites, c'est les frontières. Ça renvoie automatiquement aux images des frontières, que ce soit entre un espace et un autre, ou entre un pays et un autre. Œuvre monochrome entre douceur et extrême violence, qu'elle a du mal à faire exister au Maroc. Les galeries y sont trop peu nombreuses. Pour que son art soit reconnu, elle tente d'exposer à l'étranger, mais en tant que Marocaine, elle doit parfois attendre des mois avant d'obtenir un visa. Il y a un très grand problème de mobilité. Et je parle surtout d'une mobilité du sud vers le nord. Un Marocain
Il ne peut pas avoir cette chance de se dire « moi, je vais choisir un pays dans lequel je vais vivre ». C'est un rêve qui est irréalisable quelque part et ça freine l'imagination quand on est vraiment adolescent, quand on est enfant et on peut rêver, on a le droit de rêver, mais il y a un moment où la réalité des frontières est choquante. Retour à la résidence. Aujourd'hui, Bérénice Saliou, la directrice, reçoit Mohsin Araki. Lui aussi est un artiste marocain. Ensemble, ils montent un dossier pour qu'il puisse retourner travailler et exposer en France. Il faut que tu demandes un rendez-vous au niveau... Bon, ça va prendre du temps pour poser le dossier, pour assembler tout le dossier. C'est sûr, ça prend du temps, mais c'est pas non plus impossible, tu vois. Depuis 8 mois, Mohsin est bloqué au Maroc. Je cherche juste une libre circulation, c'est ça. Peut-être j'aurai le visa et après je descends au Maroc pour s'installer ici, peut-être. Peut-être, mais ça veut dire que si tu es invité pour une conférence, pour quoi que ce soit, tu peux y aller. Voilà, c'est ça qui est... Ça, c'est essentiel pour un artiste que de pouvoir se déplacer avec son travail pour le montrer. Un artiste qui ne montre pas son travail, c'est problématique. Oui, exactement ça. Et c'est juste pour avoir un choix. C'est ça qui est très intéressant. Après avoir passé 8 ans en France où il a étudié l'art contemporain, Mohsin a dû rentrer au Maroc à l'expiration de son visa. Le choc des frontières, il l'a subi de plein fouet. Et c'était très dur parce que j'ai laissé tout mon atelier là-bas, mon ordinateur allumé, ma cuisine, elle est restée comme ça. Loin de la galerie parisienne qui expose ses œuvres, il a dû tout recommencer en installant son nouvel atelier ici, au rez-de-chaussée de la maison de ses parents à Silla, la ville de son enfance. Pour rester, pour travailler, pour avoir un atelier, pour avoir une inspiration, c'est parfait, mais il ne faut pas habiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses et c'est très limité par rapport à l'art contemporain. Bérénice profite de la visite de Mohsin à la résidence pour lui présenter Samir et Myriam. L'échange artistique tourne vite court et laisse place à la consternation face à la situation de Mohsin. Une situation inconcevable pour ces artistes occidentaux. C'est terrible, c'est comme stressant. C'est comme si tu étais emprisonné. C'est ça. Et eux, ils le gardent pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour te donner ou pas ton visa. Et s'ils ne te le donnent pas, de toute façon, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment une situation injuste. L'échange d'idées, l'échange artistique devrait être complètement libre. Un artiste devrait pouvoir faire connaître son travail sans contrainte. Dans ce milieu, en tant qu'occidentaux, on pense travailler avec beaucoup de souplesse. On n'est rattaché ni à une institution, ni à un job précis. Mais quand j'entends l'histoire de Mohsin, je me rends compte qu'exister dans le monde de l'art, c'est vraiment réservé à une certaine catégorie de personnes. En fait, c'est un privilège. Si pour le moment la situation de Mohsin semble sans issue, Safa, elle, vient d'avoir une bonne nouvelle. Il y a un des commissaires qui m'a approché. J'ai présenté le projet et puis maintenant il va falloir trouver des financements depuis le Maroc pour la Biennale de Havane, quoique c'est une biennale qui est très intéressante. Vraiment, c'est une des plus anciennes biennales. Oui. Il faut toujours se comparer, comme on dit, aux meilleurs. Donc il faut voir ce qui se passe dans les plus grandes villes et ce que les plus grands musées montrent pour pouvoir avoir une sorte de clairvoyance de ce qui c'est la scène artistique mondiale. En mai prochain, Safa quittera Tétouan, direction Cuba, pour la Biennale de la Havane, l'une des plus importantes manifestations artistiques du monde. Ses œuvres seront vues par des milliers de personnes chaque jour. Oui, effectivement, la Tony Casalonga, on touche du doigt cette difficulté pour les artistes de certains pays de pouvoir exprimer leur art, leur création au-delà de leurs frontières. C'est un combat quotidien, en fait. Oui, c'est un combat quotidien, effectivement, surtout si on envisage la production artistique, la création d'un contexte du marché de l'art, qui est un marché mondial.
Mais en vérité, c'est des questions qu'on ne devrait pas se poser. En fait, le processus de la création est un processus qui est déconnecté du marché. C'est pour ça que je crois qu'il y a chez ces jeunes artistes quelque chose qui est une sorte de rêve qui leur fait croire que seul celui qui est visible sur les lieux du marché de l'art qualifie la qualité de leur travail. Alors pas du tout. Leurs voisins est juge aussi. C'est pour ça qu'il y a un renversement à opérer. Il faut libérer les artistes du marché de l'art. Et eux aussi, du coup, seront libérés. Pierre-Paul Marchini, vous évoquiez tout à l'heure justement cette biennale de Palerme, et puis vous avez été distingué il y a quelques jours donc à Mantoue, donc en Italie, lors de rencontres justement internationales de l'art. Ces rencontres, ces échanges avec des artistes qui viennent de différents pays, qu'est-ce que ça procure à l'artiste ajaccien, à l'artiste insulaire que vous êtes ? Si vous permettez... Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces manifestations ? Est-ce qu'il y a des suites, justement ? Est-ce qu'il y a des contacts, des échanges qui se poursuivent ? Bien entendu. Comment ça se passe ? Bien entendu, c'est primordial. L'échange entre les artistes, on est obligé d'extérioriser notre culture et d'échanger avec d'autres artistes. C'est obligatoire. Par contre, si vous me permettez, je rebondis un petit peu sur ce reportage, justement, par rapport à la Corse. Puisque, malheureusement, ces personnes ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas sortir de leur pays. En tout cas, elles ont des difficultés, c'est très long. Des difficultés, d'ordre administratif. Mais il faut savoir une chose, c'est que concernant la Corse, pour pouvoir se montrer à l'extérieur, donc nous évidemment nous avons la liberté de pouvoir nous déplacer, mais il y a autre chose qui bloque, c'est qu'il faut pouvoir avoir aussi les moyens de le faire. Et si ce ne sont pas des démarches individuelles, rien n'est fait non plus pour qu'on puisse montrer notre art ailleurs. D'où le fait, et on revient donc sur le projet, si on ne peut pas se déplacer pour montrer notre art ailleurs, pourquoi ne pas le montrer ici à d'autres personnes qui viendraient ? Alors, effectivement, voilà. Effectivement, ça c'est un angle très, très intéressant. Par rapport à ces passerelles justement entre artistes, alors c'est ce que vous faites effectivement à Pigne, Tony Casalonga, quels sont les prolongements concrets ? Les prolongements concrets, effectivement, ne sont pas toujours visibles dans l'immédiat. Mais c'est ce que je tentais d'exprimer tout à l'heure en disant que l'un laisse toujours des empreintes sur l'autre. Et comme on est toujours l'autre de quelqu'un, c'est ça qui produit cet enrichissement mutuel, qui est tout le contraire de l'hybridation. On sait que les hybrides de la deuxième génération produisent les défauts des deux et non pas les qualités. Là, le métissage est fécond et fructueux, mais il produit un autre soi-même. Et c'est ça que les échanges seuls, mon voisin a raison de le dire, mon voisin, un collègue a raison de le dire, les échanges sont déterminants dans la trajectoire de chacun d'entre nous en tant que créateur. Alors, direction la Sicile, direction Palerme, à présent, à l'occasion de cette biennale internationale des arts, des centaines d'œuvres ont été présentées donc, lors de cette manifestation culturelle internationale. Le reportage de Méditerranéo, et nous en parlons tout de suite après. Discussion informelle entre deux artistes, l'un d'origine corse, l'autre italien. Sì, ho lavorato anche la luce. Forcément des points communs et un débat passionné sur leurs sources d'inspiration. Nous sommes dans les allées de la Biennale internationale d'art de la mer Méditerranée de Palerme. Des centaines d'œuvres exposées et une ligne directrice, la réalité d'un art méditerranéen dans toute sa singularité. Les sources d'inspiration, elles sont simples. C'est la lumière de la Corse. Il suffit de sortir, d'ouvrir les yeux, on a tout. Et pour ça, on est privilégié. Et c'est vrai que, donc, justement, c'est un petit peu ce qui est
propre aux îles et à la Méditerranée, c'est que nous avons déjà les œuvres dans nos paysages. Et il n'y a plus qu'à retranscrire ça, c'est beaucoup plus facile pour nous. Pour moi, l'art méditerranéen, c'est celui qui réunit des artistes qui ont des racines communes, des valeurs qui leur sont propres. Un environnement ensoleillé, le rapport avec la mer, le bon vivre, toute une ambiance qui se retrouve dans leur création et où le public se reconnaît. Pietro Scortino, palermitain d'origine, est un amoureux inconditionnel de sa ville. C'est sa première source d'inspiration. On la retrouve dans toutes ses créations. Son thème de prédilection, le personnage de Pinocchio. Il lui offre de multiples facettes, une déclinaison de couleurs, de nuances, liées à son environnement direct. L'arte della Mediterranea sono i profumi, i colori che io porto nei miei lavori. L'art méditerranéen, ce sont des parfums et des couleurs. On les retrouve dans tout mon travail. Par exemple, quand je me rends dans un marché de ma ville de Palerme, c'est déjà tout un cadre d'inspiration évident. Il y a des personnes, la nature, avec tout un foisonnement de couleurs incroyables. Il suffit d'entrer dans un marché pour le voir. Un autre exemple, dans les magasins de tissus siciliens, les nuances sont là aussi incroyables. Une véritable explosion de couleurs. Cela vous donne une sacrée énergie pour travailler. Autre regard, celui d'Anne-Clémence de Grolet, lyonnaise d'origine. Elle a découvert la Sicile il y a une vingtaine d'années. Depuis, elle ne l'a plus quittée. Ses œuvres dénoncent aussi les travers de la société qui l'entoure, comme cette maquette reproduisant un assemblage improbable de béton, d'immeubles et de routes. Autre exemple, le drame des migrants en Méditerranée. Un alignement de bateaux qui rappelle cette fuite éperdue. La Sicile, bon, c'est un peu un slogan, c'est vraiment une mosaïque de peuples, de lieux, de langues. Et donc c'est difficile de répondre par une seule couleur. Il y a la Sicile du bord de mer, non, avec cette couleur évidemment de la Méditerranée qui est très forte. Il y a des terres de couleurs très différentes en Sicile selon qu'on se trouve près de l'Etna, des terres volcaniques ou des terres, les terres de l'ouest de la Sicile qui sont beaucoup plus claires. C'est comme si la Sicile m'avait proposé et offert beaucoup plus que ce que j'avais pu imaginer. Donc je suis venue ici avec, si on peut dire, un fantasme de Sicile, mais qui était bien inférieur à ce que j'ai rencontré ici, qui est pratiquement sans fin. Des panneaux tels des signatures. L'ensemble des pays du bassin méditerranéen participe à cette autre exposition. Chaque artiste ici laisse libre cours à son imagination, avec une ligne directrice toutefois, l'appartenance à des territoires qui partagent une histoire commune. On a voulu appeler cette exposition l'archipel de la Méditerranée. Tous les pays représentés ici sont comme des îles. Ils ont tous un territoire bien délimité, une culture et des formes d'expression qui leur sont propres, mais tous ensemble dépendent de la mer. Cheval bleu, c'est l'intitulé de cette création de Pierre-Paul Marchini. Cet artiste ajaccien aime à détourner le sens des couleurs. C'est son émotion, son écriture. Ce peintre autodidacte est aujourd'hui reconnu par les spécialistes. Un magazine en Italie vient de le classer parmi les 50 maîtres de l'art contemporain. Une reconnaissance internationale qui lui ouvre de nouveaux horizons, à l'image de cette rencontre impromptue avec José Dali, le fils du maître catalan du surréalisme. En 1946, Henri Matisse avait créé l'association de l'Union méditerranéenne pour l'art moderne.
Il s'agissait d'offrir aux artistes venus de ces pays une plus grande visibilité. Cette biennale organisée à Palerme n'est finalement que le prolongement de cette idée. La Méditerranée revendique sa différence. Les œuvres présentées lors de cette manifestation sont là pour nous le rappeler. Pierre-Paul Marchini, j'imagine des souvenirs très forts, bien entendu, lorsque vous revoyez ces images et ces différentes rencontres. Cet artiste, donc, au cours de ce reportage, évoquait l'actualité dont elle s'inspire régulièrement. Est-ce que ce sont des thèmes qui reviennent aussi pour vous Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la Méditerranée, en fait? On ne peut pas. Le mythe de l'artiste dans son coin, dans son atelier, ne sortant jamais, ne sachant pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est dépassé. Là, on ne peut pas être déconnecté de ce qui se passe dans le monde. Et justement, on va de plus en plus, on est inspiré de plus en plus à l'inverse de ce qui se passe, je dirais, dans le monde. C'est-à-dire que plus il y a cette violence, dans tous les domaines, hein, que ce soit la guerre malheureusement, ou cette violence économique, cette violence politique, de plus en plus on tend à contrer en fait ça et à essayer quelque part de démontrer que la vie, ça n'est pas que ça, et d'essayer de faire aussi rêver les gens et de démontrer qu'on peut vivre, et notamment chez nous, en démontrant d'autres choses peut-être que ce qui est seulement négatif. Avec un travail vis-à-vis de la jeunesse, c'est ce que vous avez initié d'ailleurs à Ajaccio? Initié, je n'ai pas cette prétention. Vous y contribuez en tout cas. Oui, la seule chose qui est nouvelle dans mes interventions dans les écoles, c'est que ce sont des interventions qui ne sont pas du tout académiques et qui simplement sont vouées à démontrer aux plus jeunes que la première chose à savoir pour pouvoir créer et pouvoir, c'est d'être libre, et de leur démontrer que ce sont leurs rêves, ce sont leurs pensées, ce qu'ils voient de plus beau, ou pas, hein, ça peut aussi être ça, et ça doit sortir de l'âme. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, on se rend compte que dès le plus jeune âge, ils sont déjà formatés à autre chose. Tony Casalonga, il y a les initiatives locales, on parlait de Pigne et de bien d'autres tout à l'heure, et puis il y a les projets pharaoniques, alors certains qui n'ont pas abouti, d'autres qui viennent d'aboutir, comme celui du Louvre d'Abu Dhabi. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est du mécénat à l'échelle d'un État très riche et qui veut finalement montrer une autre facette de sa réalité et s'impliquer vers autre chose. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'amène à penser à la relation qu'il y a entre l'art et le pouvoir. Il est évident que le Louvre, comme tous les grands musées, mais le Louvre particulièrement, il a été créé par des rapines, à l'occasion de guerres, ou par la puissance de l'argent sur les sociétés, sur les artistes. Et là, à Abu Dhabi, c'est une inversion. En vérité, maintenant, il n'est plus besoin d'exercer des violences physiques. Et il y a un moyen et une arme infiniment plus forte, c'est l'argent. Ça démontre que tout peut s'acheter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un renversement de ce qui a été le fondement du colonialisme, c'est-à-dire aller piller les richesses des autres. Avant, c'était par le sabre. Aujourd'hui, c'est par le carnet de chèques. Alors, les grands artistes méditerranéens ont bien sûr souvent trouvé leur inspiration lors de séjours dans les pays ou dans les régions où ils ont posé un temps leur valise. C'est le cas de Picasso, bien entendu, sur la Côte d'Azur. Je vous propose de découvrir ce reportage et nous en parlons tout de suite après. Son premier séjour sur le cap d'Antibes, derrière nous,
C'est l'été 1920, il vient avec des amis, un couple d'artistes américains, les Murphy, qui lui font connaître cet endroit tout à fait extraordinaire. À la Libération, en 1945, il y a cette espèce d'appel qui lui revient pour la Méditerranée. Une fille est sortie de ma côte d'Azur. La Côte d'Azur, comme un bout de Méditerranée que s'offre Picasso. Lui qui s'est juré de ne plus retourner dans l'Espagne de Franco, s'installe d'abord à Antibes, dans un appartement bien trop petit. Picasso rêve de grand format et c'est le conservateur du musée Grimaldi qui lui offre un atelier à la hauteur de ses ambitions. Et Dore de la Souchère va avoir ce geste absolument formidable de dire à Picasso, vous cherchez de la place, moi j'en ai. J'ai un vieux château sur les remparts d'Antibes. C'est un musée consacré à l'histoire, au passé archéologique et médiéval d'Antibes. Et au deuxième étage, je vous donne une grande pièce, vous faites ce que vous voulez, je vous donne les clés, je m'en vais. Picasso y restera 2 petits mois, 2 mois d'une intense création. En tout, plus de 60 dessins et peintures que l'artiste offre à la ville lorsqu'il part sur les chemins du Sud. Après Antibes, Picasso découvre Vallauris et la céramique, une nouvelle corde à son art. Il créera plus de 4000 œuvres, dont certaines seront rééditées à plusieurs centaines d'exemplaires. Picasso faisait le premier et je reproduisais en 25, 50, 100 ou 500 exemplaires, selon les pièces. Donc là, par exemple, les chouettes, c'est Picasso ou c'est vous ? Ça, c'est moi. Yvan Oreggia est la seule personne à avoir peint officiellement du Picasso. Il fut le copiste du maître pendant son séjour à Vallauris. À l'époque, Yvan sort à peine du lycée et il découvre un personnage à la fois hors du commun et très abordable. C'était l'amitié aussi dans les rues, tout le monde le connaissait, il était assez sympathique avec les gens, donc je veux dire, il y a toujours eu un bon contact quand même vis-à-vis de Picasso avec la population vallorienne. Et en particulier au moment des fêtes qu'il organise, et de cette fameuse corrida qu'il a de son propre chef demandée et à laquelle nombre de Valloriens ont assisté. Et puis il y avait des corsos, il y avait un rapport de symbiose avec la population, parce que je crois que Picasso était très généreux. Avant de quitter Vallauris, Pablo Picasso investit cette petite chapelle. Comme Matisse avance, il pose ses pinceaux dans un lieu sacré, mais il y signe une œuvre éminemment politique. Il a très envie de faire une très grande peinture sur le thème de la guerre et de la paix. N'oublions pas que nous sommes encore dans l'immédiate après la Deuxième Guerre mondiale et que Picasso, qui est engagé politiquement parlant, il est au Parti communiste, souhaite effectivement traiter dans sa peinture du thème de la guerre et de la paix. Je sais qu'elle est là. Ah, voilà. Elle n'est pas très nette, mais ça c'est la première photo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Picasso devant ça. Il était venu ouvrir cette porte. Et de loin, c'est assez loin, je lui tends l'appareil. Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais vous avez quoi sous le bras? Des photos? Il m'a dit, vous voulez voir ce que je fais moi? Et je l'ai suivi. Et il m'a dit, les gens me prennent pour un fou alors que j'essaie de dire la vérité. J'ai retenu ça quand même. Picasso le fou, le fada de Vallauris, comme certains le surnomment. Quand il croise sa route, André Villers n'a que 23 ans. De son amitié avec l'artiste naîtront des centaines de clichés. Picasso prend la pose, avec ce regard profond et malicieux qui transperce la pellicule. Gary Cooper lui avait offert ce revolver, ce chapeau. Il était venu à Cannes. Et moi, je n'ai pas assisté à leur rencontre, mais j'ai photographié Picasso qui était très fier de ça. Une star parmi les stars. En 1956, le Mystère Picasso est présenté au Festival de Cannes, un documentaire qui filme l'artiste en pleine création. Picasso par Clouzot. Attention, il te reste 2 minutes pour la couleur. Que le fameux mystère soit ou non éclairci, c'est une autre paire de pinceaux. On a envie de voir le maître. C'est quand même une star. Il arrive à Cannes avec Paloma, il arrive à Cannes avec Jacqueline, il arrive à Cannes avec ses enfants. C'est la star. On regarde aussi Picasso comme un acteur. C'est un acteur. J'étais impressionné, en tout cas très touché de cette espèce de sympathie, amour, ou je ne sais pas, ou amitié que tant de gens me portent.
Alors l'époque cannoise, elle est très très subtile, elle est très très intéressante parce que on quitte Vallauris, il trouve la Californie qui est une maison extraordinaire, qui est toujours d'ailleurs ici à Cannes avec une trace de Picasso puisque c'est la petite fille Marina qui vit à l'intérieur. À l'époque, c'était un atelier, donc tableaux, peintures, pinceaux et tous les objets dont un peintre a besoin. Beaucoup de fouillis, mais bon, quelque part, c'était vivant. Le top de mon cœur, c'est le portrait de ma grand-mère, Olga, que j'ai mis dans le centre de ce salon. Voilà, ça, c'est quelques œuvres que j'aime bien, avec lesquelles je vis et avec lesquelles je me suis habituée maintenant à partager du temps. Pendant longtemps, ces tableaux resteront tournés vers le mur. Impossible pour Marina Picasso de regarder l'œuvre d'un grand-père dont l'image publique contraste tant avec celle plus intime d'un patriarche peu aimant. C'était un portail qui ne s'ouvrait pas vite et pas souvent, donc de longues heures d'attente pour voir mon grand-père. Dans une situation difficile parce que tout le monde s'énervait, nous on était des jeunes enfants avec mon frère et mon père s'énervait beaucoup d'attendre aussi et c'était des rapports qui n'étaient pas du tout naturels parce qu'on venait voir nous dans notre cœur notre grand-père et dans la réalité on venait voir Pablo Picasso. Le maître, trop occupé à peindre face à la mer, 6 années d'effervescence artistique et puis un jour, une barre d'immeuble qui prive Picasso de sa Méditerranée et lui impose des voisins trop curieux. En 1961, il quitte Cannes et s'installe à Mougins. Il a 80 ans lorsqu'il emménage à Notre-Dame-de-Vie, où jusqu'à son dernier souffle, le 8 avril 1973, il ne cessera de créer, léguant à la Côte d'Azur, un trésor inestimable. Oui, c'est vrai, Pierre-Paul Marchini, que Picasso reste quand même encore aujourd'hui un symbole fort de cette expression artistique méditerranéenne. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Aussi bien, je rajouterais, puisque c'est un petit peu le peintre que je préfère, enfin, c'est Salvador Dali. Mais il est certain que ce soit les deux personnages, ils ont inventé quelque chose. Ils ont inventé quelque chose dans la peinture. Et chacun dans leur domaine avec un rayonnement international. Absolument. Et en prenant peut-être pas de gros risques, parce qu'ils étaient déjà, mais c'était quand même deux peintres qui étaient des techniciens extraordinaires et qui ont pris le risque de passer complètement à autre chose. Et ça, c'est la forme d'expression, je dirais, qui travaille un petit peu tout le temps l'artiste, c'est-à-dire de pouvoir se libérer. Ils l'ont fait, évidemment, et c'est sans doute un rapport certain avec leur caractère méditerranéen, ou en tout cas du Sud. Et il est évident que ça continue, c'est-à-dire que les peintres contemporains de maintenant, sans avoir évidemment la prétention d'être des Picasso ou des Dali, continuent, et nous avons vu dans le reportage de Palerme mon ami Massimo, qui partage aussi cette vision, et notamment nous avons bien remarqué que dans ce salon de Palerme, il y avait une véritable source des Méditerranéens qui contrastaient complètement avec les autres pays représentés, et il y en avait beaucoup. Pour en revenir à la situation précise de la Corse, Tony Casalonga, alors le FRAC, le Centre méditerranéen de la photographie, des rencontres musicales de Méditerranée, des festivals du cinéma italien, festival du cinéma espagnol. Lorsque vous faites le bilan, lorsque vous mesurez un petit peu tout ce qui s'est passé depuis les années 80, vous avez été, je le disais tout à l'heure, président du Conseil de la Culture. Quel est votre sentiment ? Qu'il y a une véritable mutation qui s'est produite. Parce que pour l'adolescent que j'étais, par exemple, c'est bien avant les années 80. En fait, c'est les années 50. Eh bien, le cours Napoléon se continuait par les Champs-Élysées.
Et c'était ça le monde. Aujourd'hui, la Corse est au centre d'un réseau. Elle n'est pas le centre de quelque chose, elle est au centre d'un réseau dont, pour employer une formule qui est célèbre, la circonférence est partout et le centre nulle part. Et ça, c'est un changement, mais absolu, total et radical, dont finalement nous n'avons pas encore bien perçu toutes les richesses qui peuvent en découler, mais dans lesquelles nous sommes, les uns et les autres, complètement plongés. Il n'y a plus de centre, c'est-à-dire que le centre est partout, donc là où nous sommes. Oui, parce que la Corse reçoit, mais les artistes corses se déplacent également, ils sont invités, ils participent à des manifestations en Méditerranée et ailleurs. C'est ça qui est important aussi. Évidemment, et ça c'est une évolution qui est visible, y compris sur des choses extrêmement concrètes comme la technologie. Il n'y a encore pas si longtemps, les grands moyens, les grands médias, on pouvait les recevoir, mais on ne pouvait pas y intervenir. On était muet face aux grands médias. Aujourd'hui, tous les grands médias, et en particulier tout ce qui est véhiculé sur le net, sont des médias interactifs. Et tout le monde s'y est mis à l'interactivité. C'est-à-dire, le monde est désormais... Il est possible désormais de composer le monde à partir des individus. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, il n'y a plus aucune île qui soit isolée. Il n'y a plus de frontières, presque. En tout cas, sauf en Catalogne. Sur le plan de la culture. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, en tout cas, et merci de nous avoir fait partager votre passion pour l'art et pour la culture en général. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain, bien entendu, pour un nouveau numéro des Carnets de Méditerranéo sur France 3 Corse Via Stella. Très bonne fin de soirée et à très bientôt.